On est à 5 minutes près. J'avais oublié de me faire maquiller. Comme dans une vraie télé, on pourrait mettre une page publicité, là, ça serait bien. C'est vrai que tu brilles un peu, Jean-Marie. Hein? Il brille. Comme j'ai travaillé à la télé, je sais que ton épouse s'est trompée de fond de teint. Elle a mis le brillant au lieu de mettre le mat. Roselyne Diaz. Ah, voilà une dame. Tu vois, les dames, c'est déjà autre chose. Très bien. Bonjour, madame. Bienvenue. Bonjour. On continue les présentations pour TCC, je peux me permettre. Donc, on a Pierre Lascourège, donc, qui est notre président. On a Fabrice Forlini, qui est pour moi sur mon écran en haut à gauche, écran noir. C'est notre technicien, il sera toujours un peu en retrait. Et c'est lui qui fera tourner le sablier de façon à ce que Jean-Marie ait des repères temporels. Et puis, je suis le secrétaire, donc Philippe Misando, le secrétaire de TCC. Et bon, moi, je serai relativement silencieux. En tant que secrétaire, je suis aussi un peu technicien quand il le faut. Voilà pour les 3 personnes de TCC. Il y a 3 personnes à distance qui gèrent le direct. Voilà. Et attention, donc, on a bien dit, hein, on vous enregistre. Donc, et on mettra cette fin de mandat, cette captation, on la mettra en différé. Ensuite, là, on est en direct sur Facebook, sur le Facebook de Jean-Marie Darmian, et on le mettra après en différé sur le site Télé Canal Créonais que vous connaissez sûrement. D'ailleurs, nous avons mis en ligne le reportage qu'a fait Pierre Lascourège hier sur le centre de vaccination. Qui a ouvert à Salirac, c'est ça. Voilà. Ce que nous allons vous demander dans 2 minutes, c'est que tous les participants ferment bien leur micro de façon à ce qu'on ne risque pas de vous entendre sur la chaîne pendant que Jean-Marie parle. Donc, il faudra le faire tout à l'heure. Mais Pierrot vous donnera le top pour couper vos micros. Fabrice, c'est un petit souci, là, nous dit-il. Ouais, je n'arrive pas à récupérer le lien pour l'intégrer à TCC. Bonjour à tous. Bonjour Ludovic. Je peux t'aider, Fabrice, ou pas? Non. Ethan, je ne vois pas. Ethan, je ne vois pas Ethan. Je vois qu'un morceau de visage. Je ne sais pas qui est Ethan. On ne voit pas le visage de… Ah non, Ethan, c'est Yves, en fait. Ah, c'est Yves Jean… Ouais. Ah oui, mais Yves, dis donc, mais toi, tu es une vedette cachée, là, on voit que tes dents. Mais oui, mais je ne sais pas trop. Attends. Il faut que tu lèves ton ordinateur, ta caméra, elle est trop basse. Ah, d'accord, voilà. Ça donne. Mais non, ça ne va pas marcher, ça. Encore un peu. Voilà, là, voilà, c'est bon, là. Ça y est, c'est bon. Ouais. Tu vois que tu y arrives, hein. C'est bon, là? Ouais. À peu près. Tu n'arrives pas à mettre sur TCC? Non. La personne qui est Ethan, elle peut mettre son nom réel? Mais il ne sait pas trop, c'est un débutant. D'accord. Je vais voir si… Vous cliquez sur votre image, vous cliquez droit, je crois. Oui. Et vous mettez renommé. Et vous mettez renommé, voilà. Ça, voilà, nom et prénom. Oui. D'accord. Je vais voir. Voilà. Vous cliquez sur votre image, vous cliquez… Ça y est. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Marie. Je vois Élise. Élise, c'est dommage que tu ne montres pas ton visage. Voilà. Alors. Je vois Élise. Bonjour. Voilà, bonjour Élise. Élise, la musicienne du Josem. Bonjour. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu es, Élise? Tu es secrétaire maintenant ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu t'occupes de quoi? Ouais, je suis secrétaire. D'accord, c'est bien, Élise. Mais vous êtes à l'arrêt, là, vous ne faites plus rien, non? Qu'est-ce que vous faites? On fait quelques répétitions avec des mineurs, mais oui, sinon on ne fait pas grand-chose. Ah oui, les répétitions et les mineurs. Vous avez le droit avec les mineurs? Ouais, mais on n'est pas au centre culturel, quoi. Et vous avez signé des contrats pour l'été ou pas, alors? On a des concerts, mais c'est un peu compliqué puisqu'on ne peut pas tous répéter ensemble. Donc vous allez à Luxeuil? Luxeuil est maintenu ou pas, alors? Il y a une formation, oui, enfin, il y a un festival qui est maintenu, mais pour l'instant, on ne sait pas si nous, on y va ou pas. Ah ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu Ah compliqué. ben, c'est le cas de beaucoup de manifestations. Et ouais. J'ai vu qu'à Toulouse, ils sont en train de faire une étude très poussée avec Airbus sur la circulation de l'air dans les lieux pour adapter tous les lieux à la circulation de l'air comme dans les avions qui empêcherait toute contamination. Et donc demain, ils vont demander l'autorisation de le faire de manière concrète. Là. Voilà Marilyn de Camblan, voilà Léonie, ça, je ne sais pas, je vois le plafond, je ne peux pas vous dire. Ouais, il commence à y avoir du monde, ouais. Non, mais ce qu'on va faire, il y en a qui vont rejoindre en cours de route, de toute façon. Oui, oui. Moi, j'arrive pas à le faire. C'est comme si le compte à Jean-Marie, ça marche pas du tout la même chose que moi. Tu n'arrives pas à passer sur Facebook? Non, si, sur Facebook, ça passe, c'est sur le retransmettre sur TCC. Et pourquoi? Tu l'as fait déjà maintes fois. Ben ouais, mais parce que moi, mon compte, je fais un clic droit, intégrer le lien, et là, ça ne veut pas marcher sur ton compte à toi. Donc, c'est possible que tu n'aies pas la même config. Je vois plus. Je ne sais pas moi. On attend le feu vert de Philippe et Fabrice. Dès que la technique est au point, après, on n'est pas à 2-3 minutes près, c'est pas un souci. Oui, on attend le feu vert de, Oui, oui, c'est de important. Fabrice avant tout. Oui, Oui. tout à fait. C'est C'est fondamental. lui qui nous dira. Bien sûr. Moi, je coupe mon son. Vous êtes dans les coulisses, là. Regarde sur TCC, Philippe, ce que ça donne, mais je pense pas qu'on voit la vidéo en plus. Je disais oui, d'accord. Normalement, sur le Facebook de Jean-Marie, ça doit marcher. Tu peux vérifier, Jean-Marie, sur ton Facebook, ça marche? Non, parce que j'ai pas, mon téléphone. Ah, Pierrot, ton téléphone? Et j'obéis aux consignes de Philippe qui dit qu'il faut l'éteindre. Ben oui, vaut mieux. Ah, mais l'éteindre, ça voulait dire baisser le son. Ah bon? Ah ouais, ah bon. Je croyais que c'était purement l'éteindre. Est-ce que sur le profil, vous le voyez, Facebook Live? Non. Vous pouvez pas regarder. Fabrice, comme information, j'ai l'adresse email ou le numéro de mobile que vous avez saisi n'est pas associé à un compte. Ah merde, c'est pour moi ça. Pardon, c'est pour moi. Donc, il faut que je passe par autre chose. alors, pour l'instant, sur le Facebook, il y a le dernier post, c'est 10h30 ce matin sur ce profil. Non, mais il n'y a pas le direct encore. Ouais, pas encore, ouais. Ah, si, il y est, normalement. Ah, moi, je le vois pas. Ouais, moi, je le vois. Mais c'est pour ça. Mais attends, c'est sur la page. La page de Jean-Marie, hein. Ouais, roue libre. Non, pas la page, le profil perso. Ouais. Ouais, sur l'écran en haut et à gauche, j'ai enregistrement live sur Facebook. Bon, d'accord, très bien. Ok. Bon, ben, je pense qu'on va faire sans la publication sur TCC. J'ai mis le lien sur TCC, donc les gens pourront... Tu le récupéreras. Après, tu as moyen de le récupérer, Fabrice? Oui. Ah, mais je mettrai la vidéo qu'on va monter après. D'accord. Ah, ouais, voilà. Bon, ok. Ouais, Philippe, Bon, tu on me va confirmes commencer. que ça marche quand tu cliques sur le lien de... Oui, TCC? je suis en train de le faire, mais il faut d'abord que je rentre mes coordonnées Facebook. Et tu sais que moi, Facebook, c'est pas mon... Ah, mais ça marche, ça change. ça marche sur Facebook, mais par contre, c'est... Après, tu as moyen de le récupérer? Donc ça marche, tant pis. Bon, dès que vous me dites... Et que tu peux, Fabrice, tu leur donnes le top à Pierrot. Ouais. C'est bon? On peut démarrer? On va laisser comme ça, hein, ouais. Attends, recherche, j'y arriverai pas. Allez, ben... Top départ? Ouais. Allez, voilà. Bon, c'est parti. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Télécanal Créonais, voilà, notre web TV créonaise. Alors, aujourd'hui, nous faisons un exercice particulier. Nous faisons une captation en live, en direct, avec une émission enregistrée et qui sera en direct, donc, et qui sera également mise en ligne en suivant sur le site de Télécanal Créonais.
Donc, ce qui veut dire que tous les échanges que nous allons avoir actuellement et dans les minutes à suivre seront enregistrés. Alors, nous sommes aujourd'hui en contact avec Jean-Marie Darmian, qui vient annoncer son intention de mettre un terme à son mandat de conseiller départemental. Il ne se représentera pas, il laisse sa place. Cette annonce tombe d'ailleurs à quelques semaines des prochaines élections départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin, selon les dernières des indications du gouvernement. On a suivi un petit peu le feuilleton avec les dates de report, etc. Donc, ça aura lieu les 20 et 27 juin. Donc, Jean-Marie Darmian met fin à ses mandats électifs. On rappelle rapidement, lui qui a été élu local en 1983, il a été maire de Créon de 1995 à 2014 et il est conseiller départemental donc depuis 2008. Membre de la majorité départementale PS et apparentés, il est vice-président, donc chargé des finances et des fonds européens. Et il y a une actualité récente puisqu'il a fait voter en tout début de semaine dernière, lundi 12 avril, le dernier compte administratif du département ainsi que le budget supplémentaire 2021. Donc, avant de se retirer de la vie politique, Jean-Marie Darmian a souhaité dresser un bilan de son dernier mandat. Et c'est la raison pour laquelle on a ce moment de partage sur Télécanal Créonais, donc avec. Quand on parle de département, on définit à la fois une circonscription administrative, géographique, donc le département, la Gironde, le 33, comme on dit communément, mais c'est aussi une collectivité territoriale. Et on l'appelle le conseil départemental, que l'on appelait d'ailleurs autrefois le conseil général. Il dispose de compétences qui lui sont dévolues et elles sont gérées par un organe délibérant. Donc, dans les minutes à suivre, Jean-Marie va nous expliquer largement, on va voir et comprendre avec lui ce qu'est le conseil départemental et à quoi il sert. Donc, à partir de là, on va lui donner la parole. Ensuite, dans la dernière partie de notre live, nous aurons quelques questions à lui poser, nous, la télé, et peut-être même certaines personnes qui sont en direct et qui auront l'occasion à ce moment-là de lever la main pour se manifester. Voilà, j'ai tout dit, donc on va laisser la parole à Jean-Marie Darmian qui est avec nous et qui va donc se lancer dans une leçon d'explication de ce qu'est le département de la Gironde, le conseil départemental. Jean-Marie, c'est à vous. Merci Pierre pour cette introduction. J'allais dire et répéter ce que tu viens d'expliquer longuement. C'est qu'en fait, dans la fonction de conseiller départemental, il y a deux parties bien distinctes que les gens oublient. Une partie de gestion globale du département, où l'on est obligé, en ce qui me concerne, quasiment d'aller tous les jours à Bordeaux pour gérer les finances et les fonds européens. Et une partie, j'allais dire, territoriale, sur lequel la circonscription dont on est élu doit bénéficier d'un suivi particulier au niveau des maires, au niveau des associations, au niveau des personnes aussi. Beaucoup de personnes sollicitent le conseiller départemental pour des dossiers individuels. Et on a décidé, ou j'ai décidé, ou proposé à Télécanal Créonais, que je remercie de son implication dans cette partie citoyenne de la vie locale, parce que c'est important d'expliquer aux gens quels sont les tenants et les aboutissants du fonctionnement d'une collectivité. Cette première partie sera entièrement consacrée au premier aspect, c'est-à-dire quel rôle joue le département dans le quotidien de chacune et chacun d'entre nous. On a fait un PowerPoint que j'espère assez light, mais bon, ils ne sont jamais complets et c'est très difficile d'arriver à faire tout ça dans quelques minutes. Donc, on va essayer de tenir les délais. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai un sablier qui me contraindra à respecter les temps que l'on a décidé avec l'équipe de TCC. Donc, le département de la Gironde. Beaucoup de gens vivent en Gironde, mais ne connaissent pas réellement leur département. Il ne faut pas se faire d'illusions. Avec 20 000 personnes qui arrivent chaque année supplémentaire dans le département,
le département qui a la plus forte croissance démographique de France, le département qui désormais se situe autour de 1,6 million d'habitants, est un département tout à fait particulier, puisqu'il conjugue toutes les réalités des aspects territoriaux. Les gens ne s'en rendent pas compte. Un littoral relativement long, un fleuve relativement important avec les ennuis que peut causer un fleuve, une métropole qui représente Tu la nous moitié mettras des... ton PowerPoint, Jean-Marie? Oui, pardon, c'est vrai, tu as raison. Mais j'allais dire, par rapport à ça, vous dire simplement que sur le fonctionnement du département, cette entité que j'ai essayé de vous résumer fait que la totalité des compétences que je vais vous dire, ça existe sur un territoire très diversifié. On peut dire que le président est de Captieux, mais que le président de Captieux gère une grande partie de la métropole. Bien comprendre que le système est un système complexe. 33 cantons, donc on appelle toujours ça canton, alors qu'en fait, c'est des circonscriptions électorales. Celui de Créon a été modifié, largement modifié, puisqu'il a perdu des communes comme La Sauve, Ox, Tabanac, Le Tourne et même des communes très proches de Créon et qui posent un problème, mais il a gagné une commune importante, qui est une commune qui apporte beaucoup au canton, qui est la commune de Tresse. Il y a 66 élus, 2 par canton, un homme, une femme, et je fais mon compte rendu à titre personnel aujourd'hui, puisque les circonstances font que je suis tenu de le produire seul pour l'instant. 20 000 habitants de plus par an, je vous l'ai dit, un tiers s'installe sur le littoral, un tiers s'installe sur la métropole, et un tiers vont se répartir dans l'ensemble du département. Ça aussi, c'est bien à comprendre. Le département a à faire face en permanence à des changements de population, à des changements d'effectifs dans les collèges, à des changements, par exemple, dans les centres de secours, partout. Cette modification permanente des populations est un problème. Le budget atteint quasiment 1,9 milliard d'euros. C'est un budget assez conséquent, mais vous verrez qu'il est en grande partie réservé à l'action sociale, à la solidarité humaine. Un petit détail aussi, c'est le plus grand département de France en kilomètres de route, 6400 kilomètres de route, et c'est le premier réseau national, je dis bien le premier réseau national en pistes cyclables. La plus grande distance de pistes cyclables est en Gironde. Pour résumer un autre chiffre intéressant, 105 collèges, ce qui est un nombre considérable, et vous verrez qu'il va augmenter très rapidement dans les prochains mois. 181 établissements d'accueil de personnes âgées dépendantes publics, ou conventionnés, ce qui est un nombre aussi conséquent. 90 résidences d'autonomie, et surtout, à l'arrivée, quelque chose qui est assez important, 75 personnes pour les situations de handicap, ce qui est peu en revanche. Nous avons un sous-équipement en Gironde en matière d'établissements pour situation de handicap et 233 structures, je vous en parlerai tout à l'heure, d'aide aux personnes à domicile. Alors, le conseil départemental est une entité, Pierrot l'a dit, une entité de collectivité territoriale qui est gérée par un président, qui est Jean-Luc Glaise, qui a été élu la dernière fois à la suite du départ de Philippe Madrelle. Il y a 15 vice-présidentes ou vice-présidents, 5 conseillers délégués. C'est l'ensemble de ce qu'on appelle l'exécutif. Cet exécutif se réunit chaque semaine, en principe le lundi. Chaque élu a 2 fonctions, je vous l'ai dit, une responsabilité départementale globale qui lui est affectée. Il est ou vice-président, ou président ou membre d'une commission, ou il peut être président d'une structure annexe comme l'IDAC qui s'occupe de la culture, Gironde Tourisme qui s'occupe du tourisme, le CAUE qui est le centre d'aide pour l'urbanisme et l'environnement, qui est un centre important qui apporte des conseils, des aides aux particuliers, les transports maritimes et tout un tas d'autres activités annexes. Et je vous l'ai dit, le suivi du territoire d'élection, ce qui implique de la part du conseiller départemental d'être à la fois à Bordeaux, mais sur son terrain, ce qui n'est pas simple, avec les conseils d'administration de des collèges. Il siège aussi obligatoirement dans les écoles publiques
et surtout, il est chargé de représenter le département auprès des associations de son territoire, ce qui, si on suit toutes les assemblées générales, correspond à beaucoup de travail. Alors, en ce qui me concerne, j'étais vice-président en charge des finances et des fonds européens depuis 11 ans maintenant. Je suis également vice-président de la maison départementale des personnes handicapées. C'est quelque chose de très important dans le dispositif départemental. Je suis administrateur du SDIS. Alors, le SDIS, c'est le service d'incendie et de secours depuis 20 ans actuellement. Donc, c'est fini. Le dernier conseil d'administration a eu lieu et je ne siégerai plus dans cette instance. Et je suis membre des commissions. Alors, j'ai choisi l'eau parce que je trouve que c'est un enjeu majeur pour le département de la Gironde. Contrairement à ce que croient les gens, nous aurons des problèmes d'eau dans les mois et même les peut-être plus durs dans les années à venir. L'autonomie, c'est tout ce qui permet aux gens de continuer à vivre normalement, les ressources humaines, et je suis évidemment membre d'office de la commission des finances. Alors, quelles sont les compétences du département? Le département a plusieurs compétences qui font que lorsque vous vous levez le matin, au moment où vous réveillez le lendemain matin, vous avez toujours affaire au département d'une manière ou d'une autre. Le département, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours par an. Sauf que les compétences sont très diverses et que les gens ne les perçoivent pas toujours. Alors, il y a la compétence de la solidarité. Alors, on en parlera tout à l'heure. L'action sociale, qui sont deux secteurs très importants puisqu'ils représentent 1 milliard d'euros dans le budget actuel du département. La santé, beaucoup d'actions de santé discrètes sont effectuées, notamment en faveur des enfants. L'éducation à travers les collèges. Le sport et la culture, qui ne sont pas des compétences obligatoires, mais que le département assume. En ce qui concerne la culture, il n'a qu'une compétence obligatoire, c'est la lecture. Et peut-être aussi, on pourrait extrapoler avec les apprentissages, mais pour l'instant, il n'y a pas de compétence obligatoire en culture. Le sport, alors c'est encore moins obligatoire, c'est une compétence volontaire du département. Le développement des territoires, c'est toute l'aide commune, tout ce qui a lieu de participer, comme Gironde numérique, par exemple, tout ce qui a lieu d'aider les territoires à progresser, et les infrastructures, qui est un gros poste, un très gros poste, les infrastructures vont par exemple des aires de covoiturage, aux routes départementales, aux pistes cyclables, aux ouvrages d'art. C'est une responsabilité très lourde qu'a le département avec 6400 km de route. Alors, en ce qui concerne la manière dont opère le département, pour bien que vous le compreniez, dans le domaine de l'action sociale. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Le Fonds de solidarité logement, il intervient lorsque les gens ont des difficultés par rapport au loyer, par rapport aux cautions, par rapport à ce qui représente un enjeu majeur de mise à l'abri. Malheureusement, là aussi, un peu trop caché, un peu trop oublié, beaucoup de gens sont en grande difficulté actuellement pour accéder à un logement, soit un logement de qualité, soit simplement un logement qui les préserve dans leur vie courante. C'est compliqué. Il y a les aides ponctuelles aux familles. Ces aides ponctuelles aux familles, c'est lorsque des gens traversent des difficultés ponctuelles, ils se rendent dans les maisons départementales de la solidarité, où ils peuvent bénéficier d'une aide, où ils peuvent bénéficier d'une orientation vers des aides annexes, dont on parlera peut-être dans le courant de l'exposé. Le soutien à la construction de logements sociaux. Vous savez qu'en Gironde, il y a à peu près actuellement 45 000 demandes de logement social qui sont en attente, faute de construction ou faute de capacité à construire. J'ai une inquiétude dans les années à venir avec la réforme fiscale de la fiscalité qui est en cours, où il risque d'y avoir de grandes difficultés sur le logement social. Mais ça, malheureusement, là aussi, il y a beaucoup de gens qui disent « je ne veux pas de logement social dans ma commune » et qui après viennent voir le conseiller départemental pour en avoir un pour leur fils ou pour leur fille, pour qu'ils soient à proximité d'eux. C'est relativement compliqué. On en parlera dans la prochaine étape du compte rendu de mandat. Des communes du canton de Créon sont désormais en carence de nombre de logements sociaux, avec une amende à la clé. La réhabilitation des logements à travers les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, il y en a eu quelques-unes sur le canton, on en reparlera.
Et surtout, quelque chose qui est monté dans ce mandat, les épiceries sociales et solidaires. Là aussi, dans le compte rendu local, je vous parlerai de l'expérience de Créon, qui est considérée comme pilote pour le département de la Gironde. Il y a actuellement 40 épiceries sociales et solidaires dans le département, et le volume de l'aide accordée à travers ces épiceries sociales et solidaires atteint 1,5 million d'euros. Et la crise actuelle a démontré que c'était quelque chose d'indispensable à faire vivre et à faire prospérer même. Et l'espoir, c'est que dans l'avenir, il y en ait davantage. L'accueil et la sédentarisation des gens du voyage, vous en entendez parler, beaucoup on en entend parler lorsqu'ils occupent des espaces publics ou des espaces privés, mais surtout, il y a un problème de compatibilité entre la loi et le département s'efforce de les sédentariser. Des expériences ont été menées dans le cadre départemental qui fait que, a priori, des solutions ont été trouvées dans le mandat, mais c'est très difficile et le département est un acteur majeur dans ce domaine-là. En ce qui concerne les grandes aides, les allocations individuelles de solidarité, là aussi, des chiffres assez surprenants. La prestation compensatoire du handicap qui augmente régulièrement, qui permet aux personnes handicapées reconnues par la maison départementale d'obtenir une aide supplémentaire pour pouvoir être dans l'autonomie et pouvoir participer à la vie sociale. Cette aide est une aide qui est attribuée maintenant de façon durable, de telle manière que ça puisse être plus facile. Le revenu de solidarité active, c'est-à-dire le RSA concerne en Gironde 90 000 personnes bénéficiaires. C'est un chiffre qui n'a pas cessé d'augmenter depuis le début du mandat. C'est un chiffre extrêmement révélateur de la précarité qui existe en Gironde, alors qu'on présente la Gironde à travers la façade des quais de Bordeaux comme un département très riche, à travers les châteaux, etc. Non, il y a un gros problème de précarité, en particulier dans un croissant qui est le croissant nord-Médoc, nord-Blayais, est-Libournais et sud-Gironde également pour une part. Le département fait beaucoup d'efforts pour sortir les gens du RSA, avec en particulier une expérience pilote qui pour moi est une expérience vraiment de qualité, qui est implantée d'ailleurs à Créon. C'est D2C transfert, qui est quelque chose qui est aidé par les fonds sociaux européens, mais dont on reparlera aussi dans une prochaine émission, si vous voulez. Et enfin, l'allocation personnalisée d'autonomie, la fameuse APA, auquel tous les gens en manque d'autonomie et qui veulent rester à leur domicile peuvent accéder. Le département a fait des efforts considérables pour améliorer le statut des personnes d'aide à domicile. Je donnerai qu'un chiffre. L'APA en Gironde, c'est à peu près 7 500 équivalents temps plein et c'est 10 000 emplois répartis sur tout le département et que l'on peut considérer comme non délocalisables, avec un effort pour améliorer ces emplois qui a déjà été effectué par la Gironde, mais qui sera effectué prochainement dans les prochaines semaines avec la prise en compte par le gouvernement de statuts particuliers pour ces gens-là. Si vous voulez, ces trois allocations occupent à peu près, sur le milliard d'euros qui est dépensé, elles occupent à peu près 600 millions, 650 millions même. Un secteur dans lequel on ne pense pas assez de l'action du département parce qu'il ne se voit pas, il n'est pas visible et il est soumis, comme celui de l'enfance, à une part de secret, c'est le bilan de santé des enfants à l'école maternelle pour la prévention. Ça permet beaucoup de détection de situations difficiles pour les enfants, que ce soit à l'égard des familles, que ce soit à l'égard de la nutrition, que ce soit simplement à l'égard de la santé. Ce bilan de santé est effectué régulièrement dans les écoles maternelles. Il y a actuellement 54 maisons de la solidarité qui sont réparties partout sur le département, dans lequel à la fois les médecins, les infirmières et les gens cherchent par tous les moyens à sortir les enfants avant la naissance et après la naissance avec des contrôles des difficultés de manière précoce.
Malheureusement, il existe aussi des centres de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. Là aussi, discrétion absolue. Mais pour vous donner un exemple, c'est à peu près 7500 personnes qui passent par ces centres parce que tout le monde n'a pas les moyens financiers ou n'a pas l'approche nécessaire pour accéder au système de santé directement. Les centres de planification de la Gironde, il y en a 20 en Gironde. Là aussi, préserver la liberté individuelle des femmes et essayer d'aider les personnes fragiles. Ces centres sont ouverts gratuitement, évidemment, et permettent de consolider un dispositif de prévention qui est un dispositif qui est parfois mis à mal par un certain nombre de manifestations, un certain nombre j'allais dire, de contestations. La vaccination gratuite ouverte à tous, c'est-à-dire que le département a des centres de vaccination aussi dans 36 lieux dans lesquels on peut en particulier se faire vacciner contre quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est le retour de la tuberculose à travers les migrations. Et donc, le département vaccine gratuitement toutes les personnes qui veulent y aller. Il a pris toute sa place dans le dispositif Covid, avec l'accès pour les personnes âgées, dans le Vaccinus, etc. Mais tout ça, c'est gratuit. Tout ce que j'indique sur la santé est gratuit. Et enfin, il y a le financement et l'animation de lieux pour les jeunes et leurs familles, qui sont également souvent complexes dans les situations de rupture familiale. Pour l'autonomie, attendez, je pense que j'ai sauté une diapo là, dans la vitesse pour essayer de tenir les délais. L'accompagnement du maintien à domicile, je vous en ai parlé, c'est un sujet extrêmement important pour le département. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit bien qu'avec le problème qu'il y a eu dans les EHPAD, il risque d'y avoir à terme une volonté de plus en plus forte, et là d'ailleurs le gouvernement actuel, comme les gouvernements futurs, et il faut rendre ici hommage à quelqu'un qui a joué un rôle essentiel dans ce domaine-là, c'est Michel Delaunay. Hein. On oublie trop quel rôle elle a joué, parce que maintenant, comme tous les gens qui arrêtent leur carrière, le passé ne compte pas, mais c'est elle qui a posé le vrai problème des personnes âgées et maintenues à domicile, et même sur les EHPAD, elle a beaucoup aidé Sylvie de Créon. Et donc, ce maintien à domicile passe par des heures accordées. Il y a à peu près actuellement 23 000 personnes qui sont en aide à domicile en Gironde. C'est beaucoup, hein, c'est un nombre important. Et il y en a 15 000 qui sont accueillis au sein des familles d'accueil ou des établissements médico-sociaux. Donc, vous voyez que l'aide à domicile est quand même quelque chose d'important. On a augmenté la durée des droits APA, c'est-à-dire on n'est plus obligé de le remettre tout le temps en jeu, c'est plus long dans le temps, il y a une garantie accordée. Il y a le soutien à la cohabitation solidaire et intergénérationnelle, ça c'est en train de monter, c'est-à-dire des lieux d'accueil où les personnes âgées peuvent cohabiter avec des jeunes, des moins jeunes, ou entre elles, pour pouvoir maintenir leur autonomie par solidarité à l'intérieur d'un lieu de vie. Il y a plusieurs projets sur le canton, d'ailleurs, qui sont en train de naître, et c'est très important. En fait, le département a créé une structure aussi pour le Conseil départemental à la citoyenneté et de l'autonomie, c'est-à-dire une concertation avec les associations, les représentants de toutes les structures, pour essayer de voir comment va évoluer ce secteur, dont on dit qu'il sera le grand secteur de la deuxième moitié du siècle. Le plan canicule, il a été activé dès lundi d'ailleurs. Il est prêt, il joue un rôle important. Et surtout, il y a une mesure qui a été de simplification énorme. C'est la mise en place d'un numéro unique d'accueil pour la plateforme d'autonomie, c'est-à-dire que l'on soit personne âgée, que l'on soit handicapé, jeune, moins jeune, ou que l'on soit en difficulté par rapport à son autonomie. Il n'y a plus qu'un numéro d'orientation et on peut facilement accéder au service du département. Et enfin, l'accompagnement de projets innovants, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu en particulier le bus numérique pour les personnes âgées, mais ça paraît anecdotique, mais c'est très important pour les personnes assez âgées comme moi, pour éviter une fracture qui serait une fracture difficile dans le monde actuel, ne serait-ce que pour faire un certain nombre de démarches.
Ces mesures-là sont des mesures qui vous paraissent peut-être ponctuelles, mais qui résultent d'une volonté globale d'améliorer le sort des personnes en difficulté sur le plan de la santé ou de l'autonomie. Sur le handicap, alors ça a été le gros sujet de la période de ce mandat. L'aide à l'handiparentalité, pas facile. Je vais donner un petit chiffre qui me tracasse beaucoup. 200 familles ont un enfant handicapé, mais n'ont pas de structure d'accueil dans les structures adaptées, à peu près en Gironde, alors qu'ils sont reconnus. Mais il y a un tel déficit des structures d'État type IME, type IMP, type du médico-social ou du médico-socio-éducatif, que la Gironde a du retard et c'est très difficile pour ces gens-là de trouver une place. L'accès au sport, le transport des élèves et des étudiants, actuellement, qui est en place. Alors, bien que la compétence ait disparu pour les transports, le département a multiplié les aménagements des arrêts de car aux normes accessibilité. Vous l'avez vu, c'est des gros travaux, hein, c'est un coût assez conséquent, mais pratiquement sur le Créonais, tous les arrêts de bus importants sont aux normes accessibilité. Les délais de traitement de la MDPH, alors là, beaucoup de ceux qui sont en ligne le savent, c'est un délai très long, alors qui n'est pas dû forcément à des problèmes administratifs, mais dû à un problème très simple, c'est l'absence notoire de médecins qui doivent examiner tous les dossiers et qui sont en nombre insuffisant. Et malgré tous les efforts de recrutement que l'on peut effectuer, il n'y a pas de médecins qui veuillent se mettre dans la fonction publique. Il faut chercher pourquoi, mais c'est assez facile. Et donc, actuellement, les délais d'examen des dossiers sont paralysés par le fait que tous ces dossiers ont un caractère médical confidentiel et il faut absolument les traiter de manière juste et équitable. Et l'aide aux aidants, qui est un problème qui vient d'apparaître, c'est-à-dire tous les gens qui ont chez eux une personne handicapée lourde, et en particulier un sujet très préoccupant, c'est la montée de la maladie d'Alzheimer, et donc trouver des solutions comme des accueils de jour, des plateformes de répit, de telle manière que ces gens puissent se souffler et se trouver un petit peu de répit dans leur dévouement à l'égard de ces personnes âgées. Le département, vous le savez, pour aller très vite, a une compétence, l'éducation. Ça a été la priorité absolue de ce mandat. Je vous ai dit 105 collèges. Alors là aussi, il y a quelquefois, moi je suis surpris par la méconnaissance qu'ont les gens du fonctionnement du système éducatif. Le département n'a aucune responsabilité dans les postes d'enseignants, dans les matières, dans tout ce qui fait l'enseignement. C'est de la responsabilité de l'État. Et le département est tributaire souvent des décisions de l'État. Par exemple, je prends un exemple préoccupant. L'État a décidé de supprimer les SECPA et donc le conseil départemental a construit souvent des bâtiments importants à la demande de l'éducation nationale et qui actuellement sont en reconversion ou vont disparaître peu à peu, puisqu'il semble que les SECPA n'appartiennent plus à la nouvelle donne de l'inclusion scolaire. Il est responsable des bâtiments, des personnels que l'on va qualifier de services, entre guillemets, c'est-à-dire le balayage, le nettoyage, la restauration scolaire. Tout ça sont des personnels du département. Il paie l'énergie, c'est-à-dire il est responsable des sources d'énergie. Et je signale entre parenthèses que il est certifié pour la qualité de sa gestion énergétique des bâtiments, qui ne sont pas tous aux normes, qui sont quelquefois très loin des normes actuelles. Mais comme vous savez que les normes évoluent tout le temps, la vérité de hier ne sera pas la vérité de demain, c'est sûr. Il apporte un soutien aux actions culturelles des collèges. Maintenant, il construit entretient les équipements sportifs. Et surtout, je vous en parlerai essentiellement, il a lancé un grand plan collège qui est débuté et qui est vraiment en plein développement pour accueillir les élèves de ces 20 000 habitants, ce qui fait qu'il y a 13 nouveaux collèges qui sont en cours, dont un sur le canton de Créon, puisque les élus locaux de Fargues et de la communauté ont déjà choisi, je crois,
l'esquisse architecturale de ce projet qui va être mise en œuvre dans les délais normaux, hein, avec une ouverture aussi rapide que possible si les démarches d'urbanisme et les démarches d'appel d'offres fonctionnent en 2023. Mais ça, c'est les aléas des recours qui peuvent être exercés contre les documents d'urbanisme. Et donc, si vous voulez, ce plan collège entraîne aussi à revoir 10 collèges entièrement restructurés. Je pense que les collèges du Créonais feront partie de la deuxième vague, c'est-à-dire celle qui débutera après 2024, et que, à terme, les élèves rentreront dans de nouvelles conditions, puisqu'il fallait attendre l'ouverture du collège de Fargues pour voir quel sera l'impact sur la vie des établissements actuels. Ces collèges, c'est 1200 personnes qui travaillent dans les collèges, hein, qui assurent l'entretien, je vous l'ai dit. C'est à peu près 20 millions d'euros consacrés à l'informatique et au maintien des équipements numériques dans les collèges. C'est énorme parce que l'État a abandonné cette responsabilité et a dit au département, ben, on vous la donne volontiers et vous payez l'ensemble de ces équipements. La volonté aussi, le département, de maintenir des repas de qualité avec du bio, mais qui est lié à la volonté des gestionnaires et des cuisiniers de faire avancer ce dispositif. Mais enfin, on sent qu'il y a un changement des mentalités et une évolution. En ce qui concerne la jeunesse, qui était une priorité vraiment de ce mandat, on voit actuellement avec la crise, la détresse de la jeunesse, et un certain nombre de dispositifs ont été mis en place immédiatement pour répondre à ça. Bien évidemment, les logements de jeunes travailleurs qu'on continue à financer et à soutenir. Les missions de service civique, là aussi, important. Moi, je me suis occupé de ça pendant tout le mandat au niveau du suivi, puisque c'est des fonds européens. Moi, j'ai découvert ces services civiques qui sont un outil considérable pour ramener les gens dans le milieu de l'action et non pas dans le milieu de la passivité et quelquefois du désespoir. Hein. Ça leur donne un espoir et une volonté d'agir. Surtout vient d'être créé le dispositif CAPJ Crise. Ce dispositif va permettre à 300 à 500 jeunes de bénéficier d'un revenu minimum garanti de 3 000 euros par an, de telle manière qu'il puisse faire, et il est ouvert aux étudiants. Et donc, c'est une nouveauté en Gironde qui va consister après le CAPJ qui existait déjà, de s'intéresser à tous les jeunes victimes de la crise et qui se tournent vers les systèmes sociaux. Le département va essayer de les rassurer, de les consolider, de les remettre dans une voie à peu près normale. Ces 3 000 euros seront mensualisés. Ce n'est pas 3 000 euros par mois, hein, je rassure tout le monde, et seront liés aux revenus qu'ils auraient. La prévention spécialisée qui a été déployée sur des territoires ruraux et qui est une prévention qui essaie d'anticiper les phénomènes de délinquance, le fonds d'aide aux jeunes, le financement des missions locales qui reste très important. Le département a fait un effort considérable de mise en apprentissage d'un certain nombre de jeunes, et en particulier dans les métiers. Je suis fier, par exemple, d'avoir aidé une Créonaise qui est devenue la première femme menuisière du département, qui est une jeune fille talentueuse et qui a prouvé que l'apprentissage était une voie qui pouvait faciliter l'insertion, puisqu'elle avait commencé des études en faculté et qu'après, elle s'est passionnée pour le bois et a voulu devenir, et elle franchit toutes les étapes des examens grâce au département qui l'a accueilli en son sein. Les bourses collégiens, c'est aussi quelque chose qui est préoccupant, parce qu'il existe un système de bourses, mais toutes les familles ne le demandent pas, ne serait-ce que parce que tout passe par le numérique et que certaines familles sont... Pour vous donner un exemple, les bourses traditionnelles ont baissé de 14% depuis qu'il faut faire des demandes par le numérique et que ce système-là n'est pas forcément compris et admis par tout le monde. Les vacances pour tous en milieu rural. Et la première initiative qui a été prise, c'est un budget participatif à destination des jeunes, c'est-à-dire une somme a été ouverte de 500 000 euros. Elle permet à des jeunes d'avoir déposé des projets. Tous ont été retenus par un jury neutre et après un vote que je qualifierais d'assez
élevée de citoyens. Et tout ça a permis d'ouvrir des portes pour des jeunes. Alors, sur le Créonais, il y a une jeune fille dont TCC a parlé d'ailleurs sur les abeilles, sur une rucher éducatif, enfin, de beaux projets portés par les jeunes. La sensibilisation à l'environnement par des tickets courant vert. Et surtout, également est apparue dans ce mandat la création d'une plateforme de stage du département qui a été mise en place pour que les jeunes puissent trouver des stages. Elle fonctionne, elle n'est pas assez connue d'après moi, puisqu'elle offre des possibilités de stage rapides, alors que beaucoup continuent à passer par les canaux traditionnels. Et cette plateforme est déjà ouverte et permet de se familiariser avec les stages disponibles. Et enfin, une aide à tous les projets citoyens. Pour vous dire également que le domaine de la culture, bien que non obligatoire, a été la priorité constante. Le département a ouvert, par exemple, un crédit supplémentaire d'1 million d'euros l'année dernière pour aider les structures culturelles en difficulté. Ça a été important parce que beaucoup d'entre elles, vous le savez bien, traversent des difficultés graves. Je vous ai dit que la lecture était prioritaire. La lecture, c'est actuellement, j'allais vous donner un petit chiffre, c'est à peu près 250 bibliothèques en Gironde qui sont ouvertes officiellement, 230 officielles et une vingtaine qui sont encore à améliorer. Les actions pour l'accès à la culture et le sport, et au sport des publics les plus défavorisés. La culture, c'est des billets qui sont accordés, courant d'art, etc. Et au sport, j'en profite, c'était l'accès au match des clubs professionnels, mais qui est en berne actuellement, évidemment. Un système de médiathèque, il a été créé en Gironde avec le concours du département, 25 médiathèques, ce qui est important. Je sais qu'il y en a un projet sur le canton de Créon et c'est des projets qui sont soutenus par le département. Les archives, alors c'est quelque chose qui est monté en puissance. Le goût pour les archives d'un certain nombre d'individus à travers la généalogie, à travers la recherche du passé est importante. Pour vous donner un exemple, c'est plus de 17 000 personnes qui ont été accueillies aux archives départementales, qui ont en plus organisé des expositions de haut niveau et qui est un lieu de plus en plus fréquenté. On a adhéré au Fonds régional cinématographique pour la création de films. Vous envoyez quelquefois des films de télévision, des téléfilms en particulier. Et tous les projets artistiques et culturels qui ont été déposés ont été soutenus dans les collèges. Et enfin, pour vous dire, une structure qui est vraiment une structure indispensable, mais que l'on ne perçoit pas évidemment en 2020, qui accompagne souvent par exemple la piste sous les étoiles ou tous les projets de l'été, c'est l'IDAC. L'IDAC est une structure indispensable qui va s'installer dans des nouveaux locaux et qui est aussi décentralisée que possible, comme les bibliothèques le sont, puisque peu de gens savent qu'il y a à Loupe, au centre routier, une antenne de la bibliothèque départementale de Pré. Les pratiques sportives, évidemment, sont également soutenues. 900 clubs sont accompagnés annuellement par une aide par licencié. Tous les équipements sportifs d'intérêt collectif sont aidés par le département dans les communes. Alors là, le canton de Créon a été particulièrement gâté puisque nous avons connu un fort développement des équipements structurants sur le plan sportif. Les emplois sportifs, alors là aussi, concrètement, 2 emplois, par exemple, sur le Créonais, l'emploi du handball et l'emploi du football, ont été soutenus à leur création par le département et on continue à faire que les clubs ou les structures associatives puissent bénéficier d'emplois corrects et d'emplois de personnes qualifiées au service de la jeunesse ou quelquefois même des personnes âgées. Un gros sujet qui est né dans ce mandat, qui est une proposition de ce mandat et dont je suis fier, c'est la notion de l'apprentissage de la natation et des activités aquatiques. Avec l'ouverture de sites naturels d'apprentissage de la natation, le plus proche de chez nous est ouvert à Blasimont, et donc on peut aller apprendre à nager à Blasimont. Il y en a un à Ostens, il y en a un peu partout dans le département, et surtout, il y a un certain nombre d'équipements. 9 projets de centres nautiques ou de piscines
ont été soutenus, des gros projets comme celui de Libourne, le plus près de chez nous, mais surtout le constat que l'on peut effectuer, c'est que malgré les efforts du département, ces projets-là naissent surtout sur les zones urbanisées et pas nécessairement toujours en zone rurale, bien que des projets soient en cours sur Langon, sur Saint-André-de-Cubzac. Enfin, un certain nombre de communautés s'en emparent, de communautés de communes, mais il faut dire que c'est un sujet particulièrement lourd à porter au niveau de l'investissement. Mais enfin, un gros effort a été effectué sur le mandat dans ce domaine-là. La mobilité. Alors, Transgironde, vous savez, a disparu du giron du département, mais on avait beaucoup travaillé sur Transgironde et Anne-Laure Fabre-Nader a beaucoup travaillé pour le canton de Créon. On en reparlera peut-être dans le prochain volet. Le plan de relance du vélo, qui a été un grand plan qui fait que 36 km de voies vertes spécifiques ont été réalisés. 100 km de routes sont équipées de signalisation en partenariat avec les communes pour le vélo. Hein, c'est relativement important. Et les études sont menées. 2 projets. Un projet qui est proche de l'aboutissement, mais qui n'aboutira que dans quelques mois. C'est une voie dédiée au covoiturage et au transport en commun sur le contournement de Fargues. Un autre est en cours, par exemple, c'est les 2 projets pilotes qui ont été obtenus, non pas par le conseiller départemental, ça serait un peu trop vaniteux, mais par au moins la majorité départementale. Sur la Traîne, le tronçon La Traîne va devenir un tronçon de covoiturage et de transport en commun sur une voie particulièrement dédiée. D'ailleurs, les études sont bien avancées et tout est prêt. L'accompagnement des territoires à vélo, c'est-à-dire si les communautés de communes veulent faire un plan de développement du vélo, elles sont aidées, soutenues et subventionnées par le département. Le forfait mobilité, alors ça c'est aussi une idée qui a germé d'essayer de donner aux gens du département la possibilité d'accéder à d'autres modes de déplacement que la voiture. Le télétravail a été largement développé au département. La naissance de tiers-lieux est soutenue. On est bien placé à Créon pour comprendre et voir ce que c'est que le soutien à ces tiers-lieux. La sécurité, alors là, la sécurité, elle passe par un grand problème. C'est à peu près, j'allais dire, une bonne cinquantaine de giratoires qui a été organisée, contre lequel tout le monde peste parce qu'on dit c'est de l'argent gaspillé, mais que tout le monde demande. C'est-à-dire tout le monde dit moi j'en veux un là, j'en veux un là, j'en veux un là, et quand il est fait, tout le monde dit ah mais ça coûte très cher, il y en aura un pour le lycée, il y en aura un à Camblan prochainement à la zone d'activité, il y en a eu fait à Fargues sur ce mandat, enfin beaucoup, il y en a un qui est en gestation à la Plantaire, enfin au niveau du centre commercial Carrefour. Tout ça, c'est des demandes qui émergent. Et après, on dit il y a trop de giratoires. Bon, c'est comme ça, c'est important. Et des grands projets qui ont été lancés, il y en a beaucoup. Un qui est en cours, qui est vieux de 40 ans, hein, c'est celui du contournement de Fargues qui sera fini. Et un qui est contesté, mais qui était en étude depuis trop longtemps pour être arrêté, c'est celui de la déviation du Taillant, qui est un gros projet. Celle de Fargues va approcher les 20 millions d'euros. Et surtout, des exigences environnementales portées sur les aménagements futurs, avec tout un tas d'expériences. Peu de gens savent qu'ils roulent quelquefois sur des voiries qui ont été faites avec des résidus de l'industrie papetière ou l'industrie de la sylviculture. Il y a 0 herbicide utilisé sur les voies départementales. Il y a également des techniques d'enrobé qui sont beaucoup plus économes des effets de serre. Et surtout, il y a toujours des compensations par des créations de zones naturelles lorsqu'il y a appropriation de zones qui n'étaient pas des zones, j'allais dire, dévolues forcément au passage de voies. Pour terminer, vous dire que sur la solidarité territoriale, les communes sont le principal partenaire du département à travers le DAEC, qu'elles le connaissent bien, le Fonds d'aide à l'équipement des communes. Sur le canton de Créon, je pense que le système convient surtout par son caractère de péréquation entre les petites et les grandes communes. Des aides financières conséquentes pour l'aménagement des bourgs, des écoles, des projets globaux continuent de fonctionner alors que ce n'est pas une compétence du département,
mais c'est au titre du développement territorial que ça peut se produire. Mais il y a beaucoup de départements qui ont abandonné ces politiques de subvention, hein, parce que les raisons financières le contraignent à le faire. L'aide aux équipements de services publics de proximité. Alors ça, c'est les maisons, les fameuses maisons médicales. C'est également tout ce qui est les maisons France Service dans lesquelles on prend notre part, les maisons de santé, je vous l'ai dit, pluridisciplinaires, les équipements associatifs, sportifs, culturels. Là aussi, quand on fera le bilan du canton de Créon, on verra que des dizaines de projets ont vu le jour, mais comme ils sont commune par commune, peut-être que tout le monde n'a pas le sentiment que le département joue un rôle éminent dans la mise en œuvre de ces projets. Il n'y en a qu'un qui est toujours en gestation, je le dis pour Marilyn, elle le sait bien, c'est la salle culturelle de Camblan, que j'aurais bien aimé inaugurer, mais qui sera inaugurée par quelqu'un d'autre. La mise en place d'une démocratie implicative avec les conseils de territoire. Le canton de Créon a été le premier département en termes de volume issu des conseils de territoire et des pactes territoriaux, parce que les élus de l'époque, en concertation avec le conseiller départemental, ont accepté de jouer le jeu de la concertation et du dépôt de dossiers. Il y a beaucoup de cantons qui se sont réveillés un peu tard. Le canton de Créon, de ce côté-là, a été très dynamique et j'en remercie les maires. Et ils peuvent dire que les pactes territoriaux ont beaucoup apporté. La création de girons de ressources, qui est devenue incontournable maintenant pour aider les maires dans la mise en œuvre de leurs projets. Et le maintien des conventions d'aménagement de bourgs et d'aménagement d'écoles, alors que j'ai dit que je n'en avais aucun caractère obligatoire depuis la loi de séparation, la loi NOTRe. Vous dire quelques mots des finances, parce que c'est le secteur dans lequel je me suis investi, c'est un secteur ingrat. On n'apparaît pas en termes de projets, on n'apparaît pas en termes de flamboyant, on n'inaugure pas grand-chose quand on est vice-président en finance, hein. On n'inaugure même rien du tout. On n'est pas porteur de politique personnelle, on n'est pas porteur de quelque chose qui est très valorisant, au contraire. C'est des soucis quotidiens dans les réformes successives de ce mandat. Je l'ai déjà dit et je me suis exprimé là-dessus. Les investissements ont été très dynamiques en Gironde, puisqu'ils sont de 1,1 milliard d'euros sur la durée du mandat. C'est autant d'argent qui est tombé dans l'escarcelle de l'économie locale, puisque 60% de cette somme-là est affectée à des entreprises girondines et parfois une bonne part à des PME en sous-traitance ou en travail direct. La pression fiscale, contrairement à ce que j'entends dire là, parce que c'est le grand mot, d'ailleurs c'est terminé, on n'en parlera plus de pression fiscale puisque le département n'a plus le foncier bâti, elle a été de 1,5% en moyenne répartie sur les années du mandat, hors mise à jour de la fiscalité locale par l'État et augmentation des bases. C'est une pression fiscale très limitée qui plaçait pour la dernière année le département dans les 30 départements les moins imposés de France, sur 100. Un endettement maîtrisé, un seul chiffre, 43 millions empruntés en supplément de la dette initiale sur le mandat. C'est très peu. Pour 1,1 milliard d'investissement, 43 millions seulement. Des frais généraux réduits de manière drastique, avec une stabilité des frais de personnel, ce qui veut dire beaucoup de difficultés pour le personnel dans la mesure où il y a 20 000 habitants de plus chaque année. Et en particulier, cette année, des recrutements auront lieu pour les collèges, je vous l'ai dit, et une solidarité humaine accentuée, puisqu'elle est passée, grosso modo, de 700 millions à 1 milliard d'euros sur la durée du mandat, ce qui démontre à la fois le rôle essentiel du département pour chacune et chacun d'entre nous, mais qui veut dire aussi quelque chose, c'est que nous ne sommes pas dans une société dans laquelle tous les problèmes sont résolus par la croissance. Cette solidarité humaine est très préoccupante et constituera un enjeu majeur de l'avenir du département dans les prochaines années. Pour terminer, vous dire que la citoyenneté a été au cœur de ce mandat aussi pour le département de la Gironde. C'est la dernière diapo. La création d'espaces de dialogue entre usagers pour améliorer les politiques départementales. Des panels de citoyens ont été constitués de façon totalement neutre
pour essayer de voir comment on pouvait construire les politiques de demain. Le président Jean-Luc Glaise est très attaché à ces pratiques-là. C'est très compliqué à mettre en œuvre dans un département parce que c'est un vaste territoire et la population est très importante. Le budget participatif jeunesse, je vous l'ai indiqué, qui est un acte citoyen fort, et la recherche d'amélioration constante dans les relations avec les publics, en particulier des courriers ont été refaits pour la MDPH. L'accueil est labellisé désormais, a obtenu plusieurs prix, l'accueil téléphonique, l'accueil, les plateformes. Alors c'est toujours, évidemment, il y a toujours la personne qui a attendu trop longtemps, la personne qui est, voilà. Mais n'empêche que les constats sont nets. Le nombre d'appels pris et le nombre d'appels auxquels il est répondu sont en nette amélioration sous l'influence de Mathieu Rouvert qui veille à ça en permanence. Vous dire deux sujets également très préoccupants pour terminer. Le problème du service d'incendie et de secours, dans lequel les demandes ne cessent de croître, ne cessent d'augmenter, dans lequel les pompiers professionnels, mais aussi les pompiers volontaires auxquels je rends sans arrêt hommage, parce qu'ils sont de vrais citoyens qui sont au service de façon discrète de chacune et chacun d'entre nous, le SDIS va poser un problème de financement si la loi de financement n'est pas revue. Or, il semble bien que malgré tous les efforts du président du département de la Gironde, les députés et les sénateurs ne soient pas très sensibles à ce problème, puisque, pour vous donner un exemple, 20 000 habitants de plus par an, c'est 2 000 sorties de sapeurs-pompiers supplémentaires. Or, à ce rythme-là, il arrivera un moment où effectifs, matériels et j'allais dire capacités humaines seront mises à mal s'il n'y a pas la prise en compte rapide. Et les élus de la Gironde l'ont bien compris et je les en remercie aussi, puisqu'ils ont contribué volontairement à l'amélioration de ce service par une surcotisation. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la surcotisation qui doit régler le problème, c'est une mise à plat de ce service-là, de ses responsabilités, de ce qu'il doit faire, notamment dans les secours à personne, parce que nous sommes à la limite quelquefois de la capacité d'intervention, puisque en 2019, avant la crise Covid, on avait dépassé les 130 000 sorties des sapeurs-pompiers, ce qui ne manquera pas de poser un problème si on est toujours dans la même croissance. La crise Covid a atténué ça par la baisse de la circulation routière, par l'arrêt d'un certain nombre de dispositifs, mais en tout cas, je veux le signaler. Et le deuxième sujet dont je veux parler, c'est l'arrivée de la fibre, puisqu'aujourd'hui, si quelques personnes peuvent participer à Zoom, c'est tout simplement parce que, quelquefois, ils ont la prise à domicile, qui est plus de 100 000 prises ont déjà été installées, ça continue à un rythme évidemment qui n'est jamais considéré comme rapide, mais qui dans 5 ans permettra à tous les Girondines et les Girondins qui le veulent d'avoir un débit satisfaisant pour participer à la vie collective, voire Internet. Voilà le panorama général de ce département, qui est un département très dynamique, qui est un département pas facile à gérer, qui est un département dans lequel la majorité départementale à laquelle j'appartiens peut avoir la satisfaction d'avoir répondu à beaucoup de besoins, mais nous sommes dans une étape nouvelle où il faudra continuer cet effort malgré un certain nombre de dispositifs nationaux qui sont pénalisants pour le département, la perte de du levier fiscal par exemple, et je souhaite simplement que chacune et chacun d'entre vous prenne conscience qu'il n'y a pas une minute de sa vie dans laquelle le département n'intervient pas. C'est vrai, je prends ma voiture, je roule sur une route départementale, j'ai mon petit-fils qui va au collège, j'ai ma mère ou ma grand-mère qui est en EHPAD, il n'y a pas une minute dans laquelle on n'est pas concerné par le département, sauf qu'il n'est pas toujours apparent, ou aussi apparent que l'est une commune, que l'est quelquefois la région sur un certain nombre de ses compétences. Et le département, c'est une collectivité un peu trop discrète et surtout trop méconnue. J'espère simplement avoir contribué à vous la faire mieux connaître. Merci à vous. Bon, eh bien, effectivement, on a bien écouté cet exposé très complet. À la suite de ça, on a quelques questions. On rentre dans la dernière partie de notre direct live. On va essayer tout à l'heure d'avoir quelques questions dans le public. Néanmoins, j'en ai retenu trois
trois ou quatre principales. Avec le président Jean-Luc Glaise, vous êtes favorable à l'attribution du revenu de base individuel. D'ailleurs, il y a quelques jours, lors de la dernière séance plénière, le département a voté une démarche expérimentale avec la mise en place d'une forme de revenu de base pour tous les jeunes de 18 à 29 ans en situation de précarité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut financer ces dispositifs et quels en sont les montants? Alors, pour revenir au revenu de base, le président Anglaise a beaucoup travaillé, Jean-Luc a beaucoup travaillé sur le revenu de base parce que nous sommes persuadés, et alors la crise actuelle, la crise sociale et économique actuelle en démontre bien fondé, qu'il est possible de construire à partir d'une volonté collective de l'État, du département, de construire un modèle qui a été fort mal compris. Depuis le début, c'est plus le revenu de base tel qu'il est conçu par le département, c'est un amortisseur. C'est-à-dire qu'on voit bien que des gens qui étaient, par exemple, auto-entrepreneurs, actuellement, se retrouvent du jour au lendemain d'une somme quelquefois pas très élevée à rien du tout. Et donc, il est nécessaire dans notre société de construire un système d'amortissage qui permette à ces gens d'avoir une garantie de revenus. Alors, les adversaires de ça disent « Ah, mais c'est un encouragement à rien faire ». Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Parce qu'actuellement, les gens cumulent des allocations diverses, alors que là, nous, notre souhait, c'est d'avoir une perspective, une garantie de revenus qui permette aux jeunes en particulier, c'est une des priorités, de se retrouver avec un avenir beaucoup plus sûr. Ce projet a été porté, a été estimé, a été étudié, a été programmé pour être expérimenté. Il a été présenté au Parlement et le gouvernement s'y est opposé, a refusé que le texte soit examiné. Et ça, maintenant, alors on voit fleurir, tous les partis politiques maintenant appellent ça, je viens de voir là, récemment ce matin, une garantie emploi universelle. Je viens de voir un parti qui lançait ça, l'autre lance le revenu unique d'existence ou je ne sais pas quoi. Enfin, toutes les formes vont naître. En fait, on s'aperçoit bien que tout le monde est au carrefour et qu'il faudra trouver une solution. On ne pourra plus continuer à affronter des crises sans qu'il y ait une garantie de vie pour un certain nombre de personnes qui se retrouvent du jour au lendemain. Et son bilan de trésorier du conseil. Dans le système. En ce qui concerne le CAPJ crise, ce n'est pas un revenu de base, c'est une allocation de solidarité qui est accordée à des gens qui se retrouvent en détresse et qui vont leur permettre de, pendant un certain temps, d'être pris en charge à la fois par une aide pécuniaire relativement modeste mais précieuse et qui va leur permettre d'être pris en charge par les services du département pour les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Donc une double action, à la fois les sécuriser un peu sur le plan de leur action, les jeunes, les étudiants, les jeunes en déshérence, et de leur apporter également un soutien social qui va leur permettre de sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Moi, je suis très inquiet. Alors, tout le monde est très inquiet, mais personne ne essaie de regarder. Je suis très inquiet sur la situation de la jeunesse. Pour avoir rencontré des jeunes, alors, une opération du département, c'est les NEET. Alors, c'est un nom anglais que je ne sais pas vous expliquer. L'anglais de Mme Tauzin ne me permet pas de traduire. C'est des jeunes qui échappent à tous les radars. Je suis époustouflé par la situation dans laquelle se trouvent les jeunes. J'ai vu des jeunes dans le Médoc, je peux le dire, qui avaient quitté le système scolaire au niveau du CE2 et qui étaient toujours portés sur les listes scolaires, qui n'avaient pas fréquenté ni un collège ni une école. J'ai trouvé des jeunes filles qui dormaient dans les campings de caravane en caravane. J'ai trouvé des situations de jeunesse désespérantes. J'ai oublié de vous parler de l'aide sociale à l'enfance tout à l'heure, parce que je suis passé vite, trop vite même là-dessus. Est-ce que vous savez que le département a directement en charge à peu près 4000 enfants placés par la justice? 4000 enfants. Et que 12 000 enfants relèvent d'une aide sociale ou d'une aide particulière par rapport à leur situation. C'est une situation dramatique. On prépare des générations entières qui devront faire face à des difficultés lourdes. Dans le revenu de base,
Le revenu de base, c'est humain, c'est une garantie humaine de subsistance dans une société dans laquelle on ne peut pas survivre si on n'a pas de garantie de revenu. On ne peut pas avoir accès à un loyer, on ne peut pas accéder à un crédit, on ne peut accéder à rien. Et malheureusement, ces gens-là sombrent de plus en plus. Et je crains qu'après la crise, c'est-à-dire 2023, l'effet boomerang de la crise soit particulièrement terrible pour une jeunesse qui aura particulièrement souffert durant les derniers mois. Donc, le revenu de base n'est pas une utopie. Le revenu de base est quelque chose, et j'en suis sûr, et ça restera puisque TCC enregistre le débat, qui sera incontournable dans la campagne de 2022. On sera obligé, alors chacun aura sa solution pour ne pas dire qu'il n'a pas fait de revenu de base, mais qu'il en a fait un, sans en faire un, tout en faisant un, mais on ne pourra pas faire autrement qu'aborder ce problème-là. Et je crains que si on tarde trop, sa mise en place n'ait pas les effets escomptés dans le contexte actuel. Une autre question qui me vient à l'esprit, on sait que les relations ville-campagne n'ont pas toujours été simples. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec la métropole? Alors, mes rapports personnels avec la métropole, ils sont distants parce que je n'occupe plus de fonctions locales sur le canton de Créon. Je sais que mes collègues maires qui siègent, par exemple, aussi dans les instances liées à l'urbanisme font un gros travail et je voudrais leur rendre hommage parce que je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, que ce soit Lionel Faye, que ce soit Bertrand Gauthier, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Mais les relations avec la métropole sont bonnes, sauf qu'elles sont toujours marquées par les tentatives de gens que je retrouve maintenant comme candidats à la fonction départementale, alors qu'autrefois, ils ont défendu la métropolisation, c'est-à-dire l'inclusion du département ou d'une grande partie du département dans le giron de la métropole. C'est assez symptomatique. Ils veulent siéger au département, alors que leur mentor, qui était quand même Alain Juppé à une certaine époque, et même Noël Mamère, ont quelquefois fait des grandes déclarations pour dire qu'il faut supprimer les départements qui sont inutiles. Actuellement, les rapports entre la métropole et le département sont corrects. Il était du temps de la majorité précédente. On avait fait beaucoup de pas en avant avec le président Bobet, en particulier sur le 10, par exemple. Et moi, je dois lui rendre hommage de ce côté-là. Il avait toujours été loyal et on avait beaucoup travaillé ensemble. Mais par contre, il faut des passerelles entre la métropole et le reste du département. Il faut que la métropole ait conscience que le système qui a voulu pendant des années que les richesses économiques soient sur la métropole et que les dépenses de vie quotidienne des gens soient sur le rural, et ça s'est aggravé. Ce système-là ne peut pas continuer. Je disais tout à l'heure que ce qui est frappant, c'est que quand on parle de l'apprentissage de la natation, quasiment tous les centres nautiques qui sont construits le sont sur la métropole, et on peut se poser la question de savoir comment on peut faire une péréquation territoriale pour que ce système-là ne soit pas forcément toujours dans un sens de je vais travailler sur la métropole, je vais créer des richesses sur la métropole, je reviens chez moi, mais il me faut l'école de musique, il me faut la piscine, il me faut le stade, il me faut tout ce qui appartient à mon niveau de vie, avec des collectivités qui n'ont pas toujours la taille et les moyens nécessaires pour faire face. Donc, le pacte territorial qui sera au cœur du prochain mandat devra être celui qui unit la métropole et le reste du département sur un certain nombre, comme la mobilité, comme ça a été le cas, et Créon, là aussi, est exemplaire. Hein, j'en parlerai aussi avec la fameuse ligne 407. Et ça a été vraiment une création qui démontre que des synergies sont possibles entre la région, la métropole et le département. Donc, l'avenir est beaucoup plus, j'allais dire, souriant qu'il était antérieurement. Alors, le gouvernement a récemment présenté un plan France Relance et le département de la Gironde, justement, décroche 40 millions d'euros. À quoi vont-ils être attribués et de la même manière, quels sont vos rapports avec l'État? Alors, les rapports avec l'État et le département n'ont pas été bons. Il faut être clair et net. Est-ce que ça tient aux personnes qui représentaient l'État? Oui, en partie. Est-ce que ça tient à
il y a eu une période assez difficile pour le département avec des personnes qui représentaient l'État. Je ne vais pas entamer une polémique inutile, mais actuellement, le sentiment qu'a la majorité départementale et contre laquelle elle lutte de toutes ses forces, c'est de restreindre la liberté de gestion des départements en les privant de leur levier fiscal. Ça, c'est une réalité. Alors, je donne un exemple parce que les gens ne comprennent pas. Compensation de la perte du foncier bâti, cette année, alors qu'elle était prévue à l'euro près, et je suis prêt à le démontrer, à le soutenir devant n'importe quel ministre qui se présenterait, le département perd 10 millions d'euros dans la compensation, dans une période où ses dépenses augmentent. 10 millions d'euros. Pourquoi? Parce que la dynamique des bases en Gironde n'a pas été prise en compte, c'est-à-dire le nombre de maisons construites, et d'autre part, le deuxième problème, c'est que l'actualisation des taux n'a pas été prise en compte. Donc, résultat des courses, la perte est entre 8 et 10 millions d'euros chiffrés par les services du département. Deuxièmement, les relations avec l'État sont simples. L'État décide d'un certain nombre de choses. Je vais prendre aussi un exemple concret. L'État dit il faut que les pompiers professionnels soient récompensés de leur dévouement, de leurs risques, les risques qu'ils prennent. Donc, on va créer une prime de feu. On crée la prime de feu. On dit, ça y est, elle existe, elle sera de tant d'euros par pompier. Et après, on dit qui paye? Qui paye? Le département. Voilà. Donc, sur l'année présente, ça sera 3 millions d'euros que le département a rajouté à sa contribution pour payer une mesure décidée par l'État. L'État décide d'augmenter le RSA. Il dit on augmente le RSA. Ben oui, mais qui paye? Le département. L'État dit on va faire telle opération. Et il se tourne vers le département en disant 50-50 ou 40-30 ou 50-30. Donc, les départements sont incontournables par l'État dans l'action quotidienne, mais sont de plus en plus réduits dans leur marge de manœuvre financière. Moi, j'appelle ça le supplice du garrot, qui n'est pas très beau, dans lequel peu à peu, on serre, et dans quelques temps, je répète un chiffre que j'ai donné plusieurs fois et que personne n'a démenti. En 2008, lorsque je suis rentré au Conseil général, je votais personnellement 47% des recettes du département. 47%. C'est-à-dire le vote politique de l'Assemblée, c'était 47%. Ceux qui me succéderont de la majorité départementale, j'espère, ne voteront plus que 2% des recettes. C'est-à-dire, tout leur sera attribué par l'État. Et ils feront avec ce que l'État leur donne. Alors, j'entends des gens qui représentent d'ailleurs la majorité présidentielle, qui sont des gens sincères, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils ont conscience que ce qu'ils vont proposer, ils ne pourront pas le mettre en œuvre? On ne peut plus mettre en œuvre de mesures nouvelles, sauf à supprimer quelque chose qui est incontournable, c'est la solidarité humaine. Diminuer la solidarité humaine, c'est-à-dire moins de RSA, moins d'APA, moins de PCH, moins d'ASE, moins de choses comme ça. Et ça, la majorité départementale n'a jamais cédé là-dessus et elle ne cédera pas là-dessus, je l'espère dans les années futures. L'humain passe avant le financier et c'est ce qui a guidé toute mon action de vice-président aux finances. L'humain d'abord, le financier, à lui de s'adapter, à lui de rechercher les solutions. Une fois, la préfète m'a dit, Monsieur Darmian, vous n'avez qu'à faire d'autres priorités. Mais moi, je ne vois pas d'autres priorités que la solidarité humaine. Je suis désolé, j'en vois pas d'autres. À moins de supprimer la culture, à moins de supprimer le sport, à moins de supprimer l'aide commune, à moins de supprimer tout. Mais on ne pourra pas échapper, à moins que l'on institue un système américain, d'une Gironde à 2, voire à 3 vitesses. Parce que Madrel disait pas de Gironde à 2 vitesses. Moi, je dis maintenant pas de Gironde à 3 vitesses. Parce qu'il y a une zone périphérique de la Gironde dans laquelle l'écart est en train de se créer. Coutras, Saint-Isant-de-Souillac, l'Espar, Castillon, Sainte-Foy, La Réole, et peut-être aussi vers Capsieux, Bazas-Grignols. Tous ces gens-là, ils méritent au moins autant d'intérêt que quelqu'un qui habite à Codéran ou quelqu'un qui habite à Arcachon. C'est une certitude. Donc les rapports avec l'État ne sont pas faciles parce que c'est une lutte constante pour défendre l'autonomie et défendre la capacité du département à exister dans un pays. Alors, que va-t-il se passer après la crise économique et la crise sociale? Moi, je crains que
2023 sera un rendez-vous très douloureux pour les départements. On ne t'entend pas, Pierrot. Voilà, je mets le micro, ça y est, ça ira mieux. Oui, je disais, la dernière question que je voulais vous poser, justement, en annonçant votre retrait de la vie publique, est-ce qu'on connaît aujourd'hui les candidats désignés pour vous succéder dans votre lignée? Alors, moi, ce que je veux dire simplement, c'est que on ne peut pas être et avoir été. C'est-à-dire, on ne peut pas dire aux gens, voilà, moi je désigne, je fais. Ce que je sais, c'est que la majorité départementale a choisi ses candidats. C'est un choix qui a été effectué par la majorité départementale. C'est un choix qui a été effectué par les partis qui comportent une grande partie de ceux qui comportent la majorité départementale. Donc, moi, j'ai souhaité donner mon avis. Mon avis, c'est qu'il fallait une équipe de 4 personnes et une équipe soudée. Soudée, c'est-à-dire une équipe qui travaille dans le même sens, qui tire dans le même sens, qui avance dans le même sens, parce que le canton de Créon est un canton très exigeant au niveau de la présence, au niveau de l'actualité, et donc il fallait une équipe disponible, c'est-à-dire des gens. J'ai expérimenté le cumul de mandats, j'ai été maire et conseiller général. Avant, j'avais été maire et président de communauté de communes. Je suis contre le cumul de mandats, je me le suis imposé à moi-même. J'ai arrêté mes fonctions pour garder qu'un mandat. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'entre 2008 et 2011, je crois, j'ai cumulé, mais parce que c'était les circonstances des élections. Mais j'ai arrêté la communauté lorsque je suis devenu conseiller général, et lorsque je suis devenu conseiller général départemental, j'ai arrêté la mairie. Donc, je me suis imposé à moi-même ça. Pourquoi ? Parce que le rôle de conseiller départemental est un rôle à temps plein. À temps plein. J'ai essayé de l'expliquer, il est à la fois à Bordeaux, pour la gestion, s'il a des responsabilités, et il en aura forcément, et il est à la fois sur le terrain. Donc, j'ai souhaité une équipe disponible. Le président Anglais a pris des contacts pour que ce soit une équipe disponible. J'ai souhaité également que ce soit une équipe de proximité. Vous voyez bien que dans les relations avec les gens, le département, c'est la proximité. Et enfin, j'ai souhaité que ce soit une équipe homogène en ce sens que ça soit une équipe de relais. Lorsque j'étais maire, je n'ai jamais pris dans les équipes municipales des personnes plus âgées que le moins âgé de la liste. Toujours, j'ai toujours renouvelé. Je me souviens, Céline Brissot, je ne vais pas donner des noms, mais beaucoup de gens sont rentrés comme ça. Et je pense que la place est non pas des gens qui ont déjà des responsabilités, mais des gens qui peuvent assumer la responsabilité départementale. Donc, à ce titre-là, ont été choisis par le département, et je peux le dire, ça me satisfait pleinement, Christophe Yandon, qui sera le candidat titulaire chez les hommes, et Céline Guery, qui sera la candidate titulaire chez les femmes. L'un est adjoint au maire de Tresse, donc il a quand même une latitude de temps et de capacité à agir. Il est spécialiste des finances, ce ne sera pas plus mal pour le département. Et Céline Guery, que j'aime bien pour son activité, sa capacité à agir, à innover, à faire avancer les choses. L'un représentera le territoire de la communauté des coteaux bordelais, l'autre représentera les portes de l'Entre-deux-Mers. Il restait le problème du Créonais. Sur le problème du Créonais, les remplaçants dans une équipe soudée, dans une équipe qui tire dans le même sens et qui partage totalement les mêmes objectifs, ça peut être assumé par les 2 suppléants. Et le suppléant sera Stéphane Sanchis, qui est adjoint au maire de Créon et du milieu économique, de la société civile, etc., qui pourra apporter la présence du département sur Créon, et Aurélie Guignard, qui est adjointe au maire de Sadirac, qui est en charge l'école et l'environnement. Stéphane pourra jouer un rôle peut-être de lien avec le département sur un certain nombre d'autres sujets. Donc, une équipe complémentaire, une équipe qui se présentera comme une équipe, et non plus comme ça a été le cas dans le temps où il fallait un nom, une présence, etc. Je crois que là, l'expérience que j'ai de ce mandat nécessite vraiment une représentation complète du territoire parce qu'il est très complexe. Quel est le lien qu'il y a entre la commune? Alors, je ne fais pas de démagogie. Entre la vie à Pompignac et la vie à Madirac, ce n'est pas tout à fait la même situation.
où la vie entre Sadirac, par exemple, qui est une commune très large avec beaucoup d'espace, et Créon, qui est très restreinte dans son espace, mais qui centralise les choses, c'est pas du tout pareil. Donc, il faut que on présente ça comme une élection d'équipe. Après, elle s'inscrit dans la majorité départementale, dans un programme départemental, et elle prend des engagements, les gardes secrétaires de vote. Voilà, moi, je suis satisfait de la situation telle qu'elle a été créée. Déjà un peu, Céline est très orientée vers l'écologie, vers l'environnement, etc. Alors, je précise bien que 3 d'entre eux n'appartiennent à aucun parti politique au sens encarté, et qu'il est logique que ceux qui veulent exprimer une volonté politique puissent le faire de façon officielle et certaine, et ce n'est pas une tare d'être engagé dans un parti politique. Donc une belle équipe pour moi, et je suis très satisfait du choix qu'a effectué le président. Alors, nous rentrons dans la toute dernière partie de ce compte-rendu de mandat, de cet échange. Pour ma part, je n'ai plus de questions, mais dans le public, on a justement quelqu'un qui a levé la main, si je puis dire, et on va lui permettre de s'exprimer. Il faut qu'il ouvre le micro. C'est Gilles Taille qui a une question à poser. Donc, il se voit à l'écran, mais voilà, il allume son micro. Je lui laisse le soin maintenant de poser la question. Merci. Merci Jean-Marie de ton exposé qui effectivement est riche et montre pour une fois, je dirais, l'immensité des missions des départements, du conseil départemental. Je sais que depuis pratiquement 50 ans, l'État transmet ses missions au niveau des départements, et en même temps, l'aspect budgétaire diminue à peu près de manière réciproque. Ma question, elle est simple. Tu as parlé beaucoup de l'ensemble des actions, tu as parlé du budget. Est-ce que tu peux essayer en quelques mots dire aujourd'hui d'où viennent les recettes et comment elles sont calculées et quelles sont les sources? Tu poses ce qui paraît une question technique, mais qui est une vraie question politique. Mais je sais qu'elle est politique. Eh oui, mais je veux dire, c'est une question politique, pas au sens politicien du terme, politique global. Les recettes actuelles du département, alors je prends un exemple. Si j'écoute tout ce qui se passe autour de moi, si je mesure tout ce qui se passe autour de moi, l'aspect général qui est présenté aux gens, à la fois par des partis politiques et à la fois par des gouvernants, c'est de dire, attention, il faut modérer la consommation, il faut vivre dans un monde différent, il faut construire un monde d'après qui sera plus économe, qui sera plus respectueux de l'environnement, qui sera plus en phase avec la réalité. Et le deuxième son de cloche que j'entends, c'est l'impôt est critiquable. L'impôt en lui-même, l'impôt est critiquable et donc il faut supprimer les impôts. J'ai encore entendu le ministre des économies et des finances dire on remboursera, mais il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Donc le département est au cœur de ce problème. Il est vraiment au cœur de ce problème. Il a financé la solidarité humaine, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus précieux dans le pays. La santé des personnes âgées, le problème des handicapés, l'aide à l'enfance, je ne reviens pas là-dessus. Et quelles sont ces recettes qui lui sont affectées? Des recettes liées à la consommation. C'est-à-dire que si on veut que la solidarité humaine subsiste, il faut consommer davantage. Pourquoi? On a remplacé l'impôt qui était l'impôt sur le foncier bâti des départements par une fraction de TVA. C'est-à-dire, pour être clair, on prend sur la taxe à la valeur ajoutée à la consommation l'argent qui va payer la solidarité humaine. On a bien vu que la TVA, c'est aléatoire. C'est-à-dire, voilà. Alors, l'État dit, je vous garantis une fraction de TVA, mais chaque année, elle peut être remise en cause selon la TVA. Donc, on verra ce que ça donne. Cette année, je vous ai dit qu'on avait perdu 10 millions. Je voudrais savoir ce que ça va donner en 2022 ou en 2023. Moi, je crains qu'en 2023, on n'en parle pas. Deuxième taxe, on bénéficie de la taxe sur les produits pétroliers. C'est-à-dire, je donne un conseil, consommez beaucoup de gazole et d'essence, puisque chaque fois que vous passez à la pompe, vous savez que vous financez la solidarité humaine. La taxe sur l'électricité fait partie des recettes du département. Regardez votre facture d'électricité.
vous allez voir que vous payez de la TVA sur la TVA. Donc, c'est vraiment une taxe aussi à la consommation. La ressource la plus importante et la plus aléatoire, c'est les droits de mutation sur l'achat et la vente de l'immobilier. C'est-à-dire, la Gironde s'en sort parce que nous avons réussi à peu près à obtenir 400 millions de DMTO, ce qu'on appelle les droits de mutation sur les transactions. Ces droits de mutation font vivre le département. Si demain le marché de l'immobilier s'effondre, le département n'a plus de ressources. Donc, quand vous cumulez la TVA sur la consommation, l'électricité, la TIPP, les DMTO, alors je passe sur les taxes au permis de construire avec la taxe d'aménagement. C'est-à-dire on assiste à une mutation républicaine dangereuse où le lien à l'impôt du citoyen n'existe plus et ce n'est que les consommateurs qui font vivre le système. Donc, moi, je suis très inquiet parce que c'est un double discours. C'est-à-dire, le discours, c'est non, 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 ne consommez pas, réduisez la consommation, restez calme, restez posé, il faut bien réfléchir, acheter, recycler, revendre, etc. Et d'un autre côté, on dit, les départements, ils vont financer 1 milliard d'aides humaines par que des taxes sur la consommation. Enfin, moi, je trouve que politiquement, je dis bien politiquement, il y a un gros problème, mais qu'aucun parti politique n'aborde vraiment, parce que tout le monde espère s'en sortir dans les communes par le foncier bâti qui va récupérer. Moi, je suis un adversaire résolu de la réforme fiscale qui a été proposée par le gouvernement, parce qu'elle va créer dans la commune où tu habites 2 catégories de citoyens, celui qui est propriétaire et qui va continuer à payer pour la commune, et celui qui est locataire et qui ne paiera plus rien pour la commune. Et cette fracture, elle est encore plus forte au département, puisque ça ne sera pas un problème d'impôt, certes. Moi, je suis tranquille. Mon successeur ne fera jamais plus voter des impôts. 0. C'est-à-dire, cette année, pour la première fois, je n'ai pas présenté le rapport sur les taux et les taxes. C'est passé comme une lettre à la poste. Tout le monde a accepté volontiers. Sauf que les recettes étant que des recettes de taxes, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, la taxe est injuste. La TVA pour un ménage moyen, c'est 1 850 € de TVA de consommation courante qui paye, même si ses revenus sont de 400 € par mois. Il paye sur les pommes de terre, voilà. Et je trouve ça particulièrement injuste. Mais c'est un sujet qui ne passionne pas. On n'a pas vu de grands débats sur taxes ou impôts. Les économistes, ils regardent les macro-choses, mais dans la réalité des gens, quel est celui d'entre nous qui, en sortant du supermarché, regarde combien il a payé de taxes? Personne. Il regarde le total, mais il ne s'aperçoit pas qu'il vient de payer 1/10 de sa taxe d'habitation dont il est exonéré. Et voilà. Et si, dans l'avenir, pour une raison quelconque, un gouvernement a besoin d'argent, il n'aura qu'un moyen, ajuster les taxes, et ça provoquera la même révolte des Gilets jaunes que ça a proposé avec la taxe carbone. Voilà, c'est tout. L'impôt n'est pas quelque chose qui est tabou. Il faut parler d'impôt, oser parler d'impôt, et peut-être voir quelle est l'injustice des taxes et du fonctionnement actuel de la société. Voilà la réponse que je peux te faire. Merci. Il est quand même un Il faut point. faire attention, ça avance le tempo. Et on voit que… Je ne vois pas le sablier, je signale à Fabrice. Ouais, là on arrive vraiment dans la dernière ligne droite. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. On a appris beaucoup de choses quand même, hein, c'est important. Je vois quand même que Stéphane Sanchi a levé la main. On va peut-être terminer avec Stéphane. Il a une question à poser. Non, voilà. Non, pas de question. Vous m'entendez? Oui. Oui. On ne te voit pas, mais on t'entend. Bon, ben c'est le principal. Pas de questions, juste un constat et profiter de ce dernier compte-rendu de mandat de Jean-Marie pour le remercier d'une part du travail extraordinaire qu'il a fait sur le canton de Créon, mais plus généralement sur le territoire. Lui dire également qu'à mes yeux, sa plus grande réussite n'est pas son expertise, comment pourrait-on dire, financière ou sa grande pédagogie. C'est que tout au long de ces années, on ne l'a pas appelé Monsieur le vice-président ou Monsieur Darmian, on l'a appelé Jean-Marie. Et à mes yeux, c'est sa plus grande réussite et pour ça, je lui dis merci. Eh bien, Jean-Marie te dit merci alors.
Merci. Bon, eh bien, on finit bien. Comme on disait midi, on va mettre un terme à cet échange qui a été complet, riche et réussi techniquement de notre côté. La Web TV Télécanal Créonais a fait son travail, sa mission de télé citoyenne. Donc, on va mettre un terme à cet échange. Simplement, on a quand même, Jean-Marie, vous souhaitez un deuxième rendez-vous avec un compte rendu. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, moi, je voudrais remercier Télécanal Créonais parce qu'on expérimente ce qui est le cœur même de la télé TCC lorsqu'elle a été créée. C'est une web TV citoyenne. Et je crois que ce qui est fait aujourd'hui, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de ce qui a été fait sur les élections municipales à Créon, ce qui est fait par la retransmission des conseils municipaux, c'est devenu essentiel de parler de citoyenneté, d'essayer d'informer les gens. Ce n'est jamais un grand succès, c'est jamais quelque chose qui va durer, qui est fabuleux, où on va remuer les foules, mais n'empêche que le seul fait que ça existe, ça permet de dire aux gens, voilà, il y a on se préoccupe des choses. Donc je ferai un deuxième compte rendu de mandat, et on a dit avec Pierre, Fabrice et Philippe, que je remercie, mais alors du fond du cœur de ce qu'ils font pour la citoyenneté, c'est qu'on va choisir un jour et une heure, parce qu'on l'a fait samedi matin en se disant on va voir ce que ça donne. On en a eu fait le soir, moi j'en fais d'autres avec Gironde Citoyenne le soir, c'est pas terrible. Donc on vous proposera dans les semaines qui viennent un deuxième rendez-vous centré sur le canton de Créon. Et si vous pouviez, via Facebook, via vos réseaux, nous dire quel est le meilleur moment selon vous, on est preneur parce qu'on ne voudrait pas fixer un autre samedi matin si ça n'a pas trop marché. Donc, laissez-nous quelques jours de réflexion et, comme dit Philippe, de retour d'expérience. Et on vous proposera rapidement un deuxième rendez-vous, alors plus consacré au canton de Créon, mais qui montrera que, en fait, la majorité départementale a beaucoup fait pour ce canton, et c'est le canton hors métropole qui a bénéficié de plus d'argent du conseil départemental. Donc, il faut quand même qu'on le précise de ce côté-là. Voilà. Bon, merci à tous, merci à toutes. Comme l'a suggéré Philippe, dès que c'est coupé, je vais aller boire un verre de rosé. Bon, ben merci et on met un terme effectivement à cet échange. Et j'en profite juste, c'est le dernier mot de la fin. Vous pouvez continuer à suivre nos reportages sur le site www.télécanalcréon.fr. Voilà, merci et à bientôt pour une suite. Voilà. Merci à tout le monde. On reste en ligne là, le quatuor. Ouais, le dernier carré.